ravi de vous accueillir pour ce première édition en direct de Together by Talent. Je suis Paul Barat, directeur marketing et aussi l'heureux animateur du podcast RH Les Pieds sur le Bureau. Je vais vous accompagner une bonne partie de cette journée. Alors là, il y a peut-être des gens qui se disent « Ah mais c'est ça, TGTHR, Together ». Je vous avoue, ça coule pas de source, mais ce qui est sûr et ce qui est clair, c'est notre mission aujourd'hui, rassembler les RH autour des thématiques recrutement du moment. Together, c'est aussi un mot qui définit bien Talent, puisque Talent, c'est le rassemblement de 3 HR Tech européennes, Kiwi HR pour le corps RH, Javelot pour l'engagement et la performance, et évidemment notre ATS Recruti. Alors je ne vais pas vous mentir, pour faire cette petite introduction, j'ai d'abord pensé à ChatGPT pour m'aider. Mais vous allez le voir dans la conférence qui va débuter juste après, sur l'échelle de Jonathan Goldfarb, je crois que je suis à 1 en IA. Donc autant vous dire que ça ne m'a pas beaucoup aidé. Et après, en fait, je me suis juste rappelé que les gens se sont certainement pas inscrits pour venir voir parler quelqu'un qui n'est même pas dans la liste des participants et des speakers pendant 10 minutes. L'autre réalité, c'est que je me suis rendu compte que ce que j'ai à dire est très simple. Je voulais déjà vous remercier tous qui vous êtes inscrits nombreux et qui êtes là ce matin. Et puis évidemment, remercier nos intervenants qui ont accepté de nous rejoindre sur ce plateau du jour dans une ambiance que Valérie Damido qualifierait de cosy, cocooning. En tout cas, une ambiance comme à la maison pour vous livrer les meilleurs conseils sur les meilleures pratiques de recrutement de demain. Et comme j'aime à le dire dans le podcast, demain, c'est aujourd'hui. Alors, avant de laisser place à la première table ronde, quelques éléments pour vous qui nous regardez de partout en France et de Belgique. Cette journée, elle est faite pour vous. Vous pouvez assister aux tables rondes que vous souhaitez, les voir en live, mais également les consulter en replay plus tard. Pendant chaque table ronde, vous avez la possibilité de nous poser vos questions dans l'onglet « Questions » qui est dédié et on prendra le temps d'y répondre à la fin de chaque table ronde. Si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on aura aussi le temps de, a posteriori, retravailler ces questions et vous renvoyer nos réponses avec l'aide de nos experts. Maintenant, je vais laisser place à la première table ronde, que vous retrouvez dans à peine 2 minutes, le temps que nos invités s'installent. Je vous dis à tout à l'heure.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première session de Together pour une discussion en format table ronde sur le thème de l'IA dans le recrutement. Plus spécifiquement, mon boss veut que je fasse de l'IA. Je m'appelle Julien Mathis, je suis le directeur général de Talent en France et je serai votre hôte pour cette première table ronde d'environ 45 minutes avec deux invités de prestige pour démarrer que nous allons tout de suite laisser se présenter. Jonathan, Nicolas, bonjour, bienvenue d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir. Pour démarrer, je vais reprendre la tradition de Paul qui vient de faire l'intro juste avant, qui est aussi le créateur et l'animateur de notre podcast Les Pieds sur le Bureau, dans lequel il demande à tous nos invités de s'introduire en faisant leur CV en 1 minute. Mais ayant vu vos CV, je vais faire une exception et je vais vous demander de faire votre CV, je vais vous donner 2 minutes. Paul, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Jonathan, on commence par toi ? Ouais, la pression. Bonjour à tous, très content d'être là, merci. Très simple, 2 parties, 10 ans de brasserie, restauration opérationnelle, j'ai découvert les RH un peu sur le tard. J'ai fait de la psycho, j'ai fait du théâtre et ensuite du coup je me suis dit que j'allais aller dans les RH. J'ai fait Monoprix, Franprix et puis maintenant Synergie où je m'occupe de trouver des stratégies pour recruter, attirer, fidéliser, développer les talents. Génial, super. Merci Jonathan. Nicolas ? Il a fait beaucoup moins d'1 minute. Hein. Je parle vite. Merci à Paul et à Julien pour l'invitation, c'était très cool. Donc moi je suis Nicolas, ça fait à peu près 18 ans que je travaille dans les RH. J'ai été attiré au départ dans le groupe Figaro pour vendre du média RH. J'ai bossé au Figaro pendant à peu près 4 ans. Et ensuite, j'ai monté une agence de communication RH qui s'appelle E-Team, une petite agence bordelaise. C'est pour ça que je dis chocolatine le matin. Je suis désolé, Diana, mais bon. Donc, une petite agence de communication RH bordelaise sur laquelle on va travailler avec nos clients pour pouvoir les accompagner sur les nouvelles méthodes de recrutement, marketing RH, grosse marketing RH, toutes ces choses-là. Et donc, forcément, l'IA est venue très vite dans les discussions. Et depuis maintenant à peu près 2 ans, je pilote une entreprise qui s'appelle Hawk, qui est spécialisée sur le développement d'un logiciel d'intelligence artificielle pour accompagner les entreprises sur tout ce qui est mobilité interne, développement des compétences et stratégique workforce planning. Ce pourquoi on parle d'IA tous les jours, d'IA adaptée au RH tous les jours, mais pas de celle de GPT dont parlait Paul juste avant, l'IA qui va un petit peu plus loin que ça. Super, merci à tous les deux pour l'intro. Du coup, je vous propose qu'on démarre tout de suite la table ronde. Et pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Nicolas, ma première question, elle est pour toi. Tu disais dans ta vidéo de présentation justement que l'IA ne se résume pas qu'à ChatGPT. Et c'est un bon point de départ pour la conversation, vu que toi, tu es dedans tous les jours. Est-ce que tu peux nous clarifier un petit peu ce qu'on veut dire par l'IA aujourd'hui ? On va essayer de te clarifier en prenant 4 définitions. On va juste prendre 4 définitions pour comprendre. On va prendre la définition du machine learning, la définition du deep learning, l'IA générale et l'IA forte. Je pense que c'est les 4 définitions qui vont nous permettre de comprendre globalement ce qu'est l'IA. L'IA, au départ, il faut bien comprendre que ce sont simplement des algorithmes mathématiques. Ce n'est pas quelque chose qui réfléchit en tant que tel. L'IA, c'est des algos qui vont donner la plus forte probabilité qu'une action se produise. D'accord ? Dans ce sens-là, c'est le travail de l'IA générale. L'IA générale, c'est le fait de vouloir essayer, par rapport à une intelligence artificielle, de reproduire des comportements humains. Ça, c'est l'objectif de l'IA générale. Et il y a plein d'outils qui permettent ça, dont le fameux ChatGPT, qui va avoir tendance à vouloir reproduire le comportement humain par rapport à des questions qu'on va lui poser. Donc ChatGPT, c'est une forme d'IA qu'on appelle de la NLP, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, donc du Natural Language Processing, qui va comprendre et qui va devoir retranscrire par rapport à ce qu'un humain aurait retranscrit en temps normal. Ça fait appel à un système, à un principe qu'on appelle le machine learning, qui est le fait d'édicter des règles pour pouvoir justement, à travers ces règles, ressortir des données qui correspondraient à un comportement ou à une notion humaine de départ. Donc ça, on a le machine learning qui est une petite bulle en fait, on va mettre des règles à l'intérieur, on va intégrer des données. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'il y ait un traitement de données qui soit assez important, que ce traitement de données puisse s'affiner au fil du temps, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le machine learning. Les règles vont être bonnes, mais justement la réponse par rapport aux règles données va être de plus en plus pertinente au fil du temps
parce que justement l'intelligence artificielle va comprendre et va apprendre en fait de toutes les données qui vont lui être portées. Et au-delà du machine learning qui est une petite bulle, on va avoir après le deep learning. Le deep learning, ça va être ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un neurone avec le machine learning, ensuite on va rajouter plein d'autres neurones de machine learning et on va les lier ensemble. Et le fait de les lier ensemble, c'est-à-dire que chacun va communiquer les uns avec les autres pour pouvoir se dire, bon voilà, moi j'ai telle règle, lui il a telle règle, et l'ensemble en fait va communiquer pour pouvoir avoir ce réseau qui va proposer après, in fine, des réponses qui vont être beaucoup plus complexes que les réponses simples du machine learning. Et le dernier point à noter par rapport, on va dire, à cette vulgarisation de l'IA qu'on fait là maintenant, et puis après on rentre en détail sur le sujet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA forte. L'IA forte, c'est l'IA de la science-fiction, c'est l'IA des films, c'est l'IA de iRobot, de toutes ces choses-là, qui nous fait dire qu'on a une intelligence artificielle qui a une conscience, en fait, qui est conscientisée, qui va avoir un rapport humain, justement, beaucoup plus profond. Cette IA-là, elle n'existe pas. Clairement, elle n'existe pas, elle n'est pas prête d'exister. En tous les cas, les rapports montrent que ça n'existe pas, ça ne pourra pas être créé aujourd'hui. Peut-être que demain, ça pourra être créé, mais ça ne pourra pas être créé aujourd'hui. Donc cette IA forte, il faut bien la comprendre. Et je terminerai juste sur un point. On parle beaucoup d'IA parce que ça a été extrêmement démocratisé, mais il faut savoir que les premières publications d'IA datent des années 40. Donc c'est quelque chose qui est très très vieux en termes de conceptualisation mathématique au départ et qui a pris sa tendance aujourd'hui parce que justement les outils se sont démocratisés et sont venus à la portée de tout le monde. J'ai été très long, je suis désolé. L'objectif c'était un petit peu de vulgariser les propos. Ouais, non, c'est super, merci beaucoup. Et petite question pour tous les deux, du coup, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'impact de l'IA, parce que voilà, il y a ce buzz là un peu depuis 1 an et demi, 2 ans, est-ce que cet impact concerne selon vous toutes les entreprises de la TPE jusqu'au groupe du CAC 40 et que tout le monde est concerné de la même manière? C'est Jonathan répondre pour commencer. Moi, merci, j'ai appris plein de trucs. Non, mais je pense que oui, c'est pas qu'une mode en réalité. Je pense qu'on vit une véritable révolution. On a eu voilà, le secteur primaire, secondaire, tertiaire, et là il y a le secteur quaternaire. On en parle d'ailleurs beaucoup. Il va y avoir énormément de remodifications dans la façon de construire les emplois et de les imaginer demain, au même titre que toutes les autres révolutions ont détruit des emplois pour en construire encore plus de nouveaux. Je pense que c'est ce qui va se passer avec le quaternaire, et toute l'économie va se tourner autour de ça aussi. Donc oui, effectivement, je pense que c'est pas un simple passage de mode. C'est pas ça. Ouais, et puis l'IA en fait est là depuis longtemps au final. On s'en rend pas compte, mais il y a déjà beaucoup d'applications d'intelligence artificielle dans plein de sujets, dans plein de domaines, sur plein d'applications, sur plein de métiers. En fait, l'intelligence artificielle existe déjà depuis longtemps. Si tu prends le métier des RH, qui est le métier qui nous unit un petit peu tous, les premiers job boards ont commencé à intégrer de l'intelligence artificielle d'une manière plus simple. Mais il y a de ça plus de 15 ans déjà, donc c'était pratiquement au départ. Donc ça veut dire que sans s'en rendre compte, l'IA touche l'ensemble des entreprises qui existent, de la PME, de la TPE même, jusqu'aux grands groupes. C'est juste que, en gros, on va en avoir une utilisation aujourd'hui. Enfin, il y a un temps un petit peu plus lointain, c'était une utilisation plus disparate parce que les grands groupes avaient le potentiel de pouvoir avoir de l'IA qui soit un petit peu plus personnalisée. Aujourd'hui, c'est plus démocratisé. Oui, puis la vraie différence, c'est que ça rentre dans la vie privée, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, comme il y a très peu de frontières vie privée, vie pro, et que dans la vie privée, on se sert tous les jours de l'IA, ça va forcément avoir un impact colossal. Ok, super, merci. On se disait quand on préparait cette table ronde il y a quelques semaines qu'on voulait sortir un petit peu des sentiers battus et éviter les grandes discussions sur le futur qu'on ne maîtrise pas du tout de toute façon, mais qu'on voulait essayer d'offrir en gros aux gens qui nous regardent des leviers assez rapidement activables. Et du coup, pour commencer, Jonathan, maintenant qu'on a défini un petit peu les différentes formes d'IA avec Nicolas, tu nous parlais il y a quelques semaines donc, de différents niveaux concernant l'utilisation de l'IA chez vous, chez Synergie. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur quels sont ces niveaux exactement ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour l'IA, je pense que, alors, chez Synergie ou ailleurs, et ce que je vais dire, ça n'engage aussi aujourd'hui que moi, donc évidemment, c'est à tester. Mais pour moi, l'IA, c'est un peu à la différence par rapport à ce que tu disais, effectivement, c'est pas comme un humain, je suis d'accord avec ça, mais c'est un peu comme dans un bar, en fait. Quand on va rencontrer quelqu'un, il va y avoir plusieurs niveaux. Dans un premier temps, on va commencer à faire du small talk, discuter un petit peu, tester, voir un peu ce qui se passe. Puis après, on va avoir une discussion
petit peu plus approfondi, on va lui donner des détails sur nous, on va essayer de voir un peu comment ça réagit. Et puis ensuite, on aura encore un autre niveau qui sera là plutôt dans une logique de partage, de confier certaines réflexions et de voir s'il y a retour. Et la dernière, je pense le dernier niveau, c'est quand vraiment on vient demander conseil, essayer de se reposer sur, enfin, il y a des choses comme ça. Alors bien évidemment, il faut prendre de la distance avec tout ça. C'est pas un humain, donc il y a des biais, il y a tout ce que l'on entend et on ne va pas les répéter ici, même si, attention, les biais, c'est important. Et Marie-Sophie nous en parlera tout à l'heure d'ailleurs, je crois. Mais je pense qu'il y a une logique aujourd'hui dans les dynamiques où on a dans les applications RH plusieurs niveaux au même titre que ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut demander dans un premier temps de simplement rédiger une annonce, par exemple. Dans un deuxième temps, on pourrait demander par rapport à cette annonce d'aller trouver des candidats qui peuvent correspondre à l'annonce qu'on a proposée. Dans un troisième temps, on pourrait imaginer qu'on réalise une scorecard en fait, du candidat et de l'annonce en question. Et puis, dans un dernier temps, on peut carrément demander est-ce que par rapport à toute la synthèse que j'ai pu avoir sur le candidat, quand je l'ai rencontré, que j'ai échangé, voilà mon avis sur lui, qu'est-ce que tu en penses ? M'engueule pas, mais il y a un côté voilà, qui est là-dessus, je pense, très interactif finalement. Il faut jouer avec l'IA. Tu as le droit de le faire, hein, c'est autorisé, parce qu'en plus c'est autorisé. C'est-à-dire que je ne sais pas si on parlera de l'IA Act après, donc on ne va pas avancer dessus, mais c'est autorisé. Je reviens juste sur ce que tu as dit et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des biais, mais il y a des biais qui ne sont pas dus à l'IA. En fait, les biais sont dus à ce qu'on demande à l'IA. La manière dont on lui demande, en fait, c'est ça qui va la biaiser. Mais au départ, on est vraiment sur un sujet qui est factuel. Donc c'est-à-dire que si on veut ne pas intégrer de biais dedans, on peut. Si on veut en intégrer, parce que justement ça fait partie du travail de recruteur aussi à un moment donné de biaiser, ça c'est une autre question philosophique, est-ce qu'on les intègre, est-ce qu'on les intègre pas ou quoi, mais je conçois tout à fait ce que Jonathan dit, c'est-à-dire que c'est important sur certains sujets de le mettre, on peut les mettre, mais pour les gens qui nous regardent, potentiellement au départ ce n'est pas l'IA qui biaise, c'est l'humain qui traite l'IA qui va le biaiser. C'était juste la précision que je voulais faire. Et juste pour l'IA, moi, il y a un truc que je trouve important et c'est vraiment de s'en servir tous les jours. C'est-à-dire de ne pas s'en servir de manière périodique, ponctuelle. C'est vraiment de discuter avec, que ce soit pour le pro ou pour le perso, parce que ça permet en fait d'entraîner, ça permet de voir comment toi-même tu réfléchis. Et mine de rien, ça apprend. Donc, super. Ouais, on reviendra un petit peu plus tard sur les biais, justement, ta grande passion, Nicolas. Mais petite question dans la foulée. Selon vous, aujourd'hui, vu que vous êtes assez proche des recruteurs, quelle est la perception, vous diriez, de l'IA par les recruteurs aujourd'hui ? Si je commence, l'IA aujourd'hui, elle est perçue par le recruteur, elle peut être perçue de deux manières. Il y a encore 1 an et demi, c'était vraiment l'inconnu total. Moi, je me souviens qu'on avait fait un webinaire avec Louis et Nico de l'école du recrutement il y a 1 an et demi sur GPT. Il y a eu je ne sais pas combien de centaines, et je crois qu'il y a eu 1300 personnes au webinaire parce que c'était le truc que personne ne connaissait, il faut y aller, il ne faut pas y aller, comment ça se passe et tout. Aujourd'hui, tu t'aperçois qu'ils l'ont tous intégré, mais juste à travers GPT. C'est-à-dire qu'ils voient vraiment uniquement ce côté, ça m'intéresse, je sais que je dois y aller, je sais que je dois mettre les mains dedans, comme ce que disait Jonathan, parce que ça peut m'aider, mais je ne sais pas trop forcément comment. Donc il se pose encore, de mon point de vue, beaucoup de questions, mais surtout beaucoup de questions sur est-ce que je dois utiliser l'IA, parce que est-ce que l'IA ne va pas me remplacer sur certaines tâches, tu vois. Ils sont quand même assez craintifs par rapport à ça, mais comme tout le monde, parce que ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure à juste titre, l'IA sur certains métiers va tuer certains métiers, ce qui est complètement logique, mais surtout sur tous les autres métiers, sur une très grande partie des métiers du tertiaire, va exhauster ces métiers. C'est-à-dire que va servir en fait à être un outil extraordinaire pour eux. Donc soit tu l'utilises, tu sais l'utiliser et ça marche et tu avances, soit tu sais pas l'utiliser, il y a un moment donné où tu vas devoir te mettre sur le côté parce que tu vas être en retard par rapport aux autres. Donc, je pense qu'il y a une certaine crainte, une certaine excitation, une certaine stimulation, ça va vraiment dépendre des personnes. Et là, c'est plutôt le côté psychologique qui rentre en compte, c'est-à-dire que quelle est la psychologie des recruteurs, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire et comment ils appréhendent en fait la nouveauté, comment ils appréhendent l'inconnu. C'est plus ça, je pense, en fait, qui fait la chose que le métier en tant que tel. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais...
Je suis assez d'accord, mais je pense que la chance que les recruteurs ont, c'est que ce sont les pionniers de l'IA. C'est-à-dire qu'au niveau des ressources humaines, pour moi, c'est ceux qui vont démocratiser et qui vont permettre de mettre le pied dans la porte, comme aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans les RH par le recrutement. Et en fait, c'est vraiment eux qui vont aller défricher, commencer à essayer de trouver les choses, parce que finalement, c'est à travers les use cases du recrutement qu'on voit le plus d'IA poindre son nez au sein des entreprises. Après, je pense qu'il y a deux types de recruteurs. Il y a ceux qui sont effectivement, après c'est comme deux types d'humains, c'est ceux qui sont curieux, ceux qui veulent essayer de trouver, ceux qui ont un peu plus peur et qui restent et qui attendent de voir. Et donc forcément, je pense que les recruteurs aujourd'hui, ils vont s'en servir quand ça va leur être utile. Ils vont le laisser de côté parce qu'effectivement, parfois, ils peuvent avoir peur que ça les remplace. Mais de toute façon, que ce soit l'une attitude ou l'autre, il y a un moment, quand le train il passe devant toi, de toute façon, tu es obligé de le voir. Donc, je pense que voilà, il y a ceux qui vont monter dedans, il y a ceux qui vont le regarder passer. Parce qu'il faut être honnête sur un truc, l'IA va permettre réellement aux RH, aux recruteurs, à tout le monde, tout ce secteur, de remettre l'humain au centre, réellement. L'IA est vraiment là pour favoriser non seulement le gain de temps sur plein de tâches qui sont chronophages, mais aussi et surtout la possibilité de traiter un nombre de données stratosphériques qui va permettre en fait de laisser personne sur le bas-côté. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre aux RH de retrouver ces lettres de noblesse et d'exhauster réellement leur job en tant que tel. Donc il ne faut pas le craindre, il faut au contraire le prendre parce que c'est ce que Jonathan dit. Si tu ne le prends pas, le train va passer, clairement, parce que ton métier est en train d'évoluer, ton métier est en train de reprendre toute la place qu'il n'aurait jamais dû perdre au centre de l'entreprise. À un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Et ça va permettre aussi d'aller, je pense, explorer des dynamiques RH qu'on explore assez peu autour de la data, autour du KPI, autour du ROI, tout ce que les RH finalement ont un peu peur d'aller fouiller. L'IA va permettre de faciliter, de fluidifier ça et de se le réapproprier. Et je pense que c'est quand même hyper important ça au sein des ressources humaines d'avoir cette vision-là et finalement d'aller se compléter sur les talents qu'on n'a pas. Ouais. Très clair. Et pour rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, le fait que ça remette l'humain au centre et que les RH puissent explorer maintenant un petit peu plus via de la data. Enfin, en gros, toi, Jonathan, en tant que directeur de développement RH, tu es un peu la voix opérationnelle de la table ronde. Toi, aujourd'hui, comment tu t'en sers dans ton job ? Alors, moi, je m'en sers franchement tous les jours. D'abord, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut craquer et qui est important de le dire, c'est on s'en fiche que ce soit moi ou pas moi qui l'ai fait. Et je pense qu'il y a ça déjà dans les entreprises de ah bah tiens, t'as rendu une synthèse, ah bah non, c'est pas toi, c'est ChatGPT, ou alors c'est Copilot, ou alors c'est Claude. On s'en fiche en fait. Le principal, c'est comme si demain tu dis ah bah c'est pas toi qui tu t'es pas rendu à pied à ton travail, tu as pris une voiture, tu as triché. On s'en fout, le principal c'est d'arriver au but. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, il faut passer au travers de ça, c'est-à-dire de se dire bah ouais, je travaille avec l'IA parce que ça me permet d'être un RH augmenté. Ouais. Moi j'adore Deus Ex, c'est un jeu, mais c'est un peu ça, on est un peu des humains augmentés grâce un peu à l'IA. Et concrètement, moi, je l'utilise par exemple pour analyser des postes et essayer de travailler sur des fiches de scorecard de postes, faire des soft skills, travailler sur des trames d'annonces, des messages d'approche, trouver des formules booléennes, essayer de comparer. Par exemple, j'avais un appel d'offres il n'y a pas longtemps, j'avais un appel d'offres à faire et d'ailleurs, c'était un appel d'offres ATS et j'ai comparé différents ATS et j'aurais très bien pu mettre par exemple dedans Recruity et je sais pas, d'autres ATS, n'importe lesquels, et ça permettrait d'avoir des comparaisons objectives sur des éléments. Donc ça peut servir à ça. Il y a plein d'autres choses comme ça qui peuvent... Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites. En fait, vous dites qu'il faut s'y mettre et on parle beaucoup là, en fait, dans ce qu'on explique, de se mettre surtout sur de l'IA générative. Mais par exemple, Nicolas, toi, tu crées un outil qui est basé sur de l'IA.
Nous, chez Talent, on est éditeur d'outils où on commence à mettre des fonctionnalités basées sur de l'IA dedans. Ma question, elle est un peu autour de est-ce qu'il faut vraiment se dire, enfin, il y a les avant-gardistes qui sont naturellement intéressés, qui vont vouloir aller explorer ChatGPT et tout, mais ceux qui se disent, bon, moi, je suis un peu moins avant-gardiste, est-ce qu'ils vont vraiment rater le train, puisqu'au final, si les outils qu'ils utilisent au quotidien commencent à incorporer de l'IA, quoi qu'il arrive, ils seront dedans. Alors, on est d'accord sur ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller encore une fois un peu plus en détail, beaucoup d'outils d'intelligence artificielle ne sont pas créés ce qu'on appelle from scratch, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés, l'intelligence artificielle n'est pas elle-même créée. Ils reprennent des bases d'intelligence artificielle, des briques pour pouvoir construire leur maison eux-mêmes. C'est un vrai travail, hein, c'est un travail d'ingénierie, hein, clairement, donc il faut être data ingénieur pour le faire, ainsi de suite, mais il faut le faire. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle, utilisent eux-mêmes des outils type GPT, type Claude, type toutes ces choses-là. Donc c'est-à-dire que, certes, si aujourd'hui tu n'utilises pas GPT, tu pourras avoir des outils qui l'utilisent. C'est une certitude. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que mieux tu sauras utiliser ces outils-là qui te permettent d'aller plus loin, parce que du coup tu as la souplesse de pouvoir en faire ce que tu veux, plus ça sera intéressant pour ton job au quotidien. Si tu attends qu'un outil intègre GPT, tu vois, par exemple aujourd'hui il y a des ATS qui le font, je ne sais pas si vous le faites chez Recruity, je pense que vous le faites, il y a des ATS en fait qui intègrent des données où tu peux rédiger ton annonce justement via de l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes plugué à GPT, donc du coup tu es plugué à GPT, ça te permet de l'utiliser de manière... C'est très bien, mais si tu attends que les outils en fait fassent tout pour toi, bah, tu vas passer à côté de certaines choses. C'est ce que disait Jonathan. Le truc qui est super intéressant potentiellement, de créer des scorecards, de faire des choses qui sont assez techniques, qui prennent un petit peu de temps, mais qui sont hyper bien maîtrisées par l'IA parce que justement on est sur quelque chose qui est ultra cadré. Donc c'est-à-dire que ça, tu n'as pas de risque de te tromper par rapport à ça. Savoir faire ça et savoir utiliser GPT à sa main, c'est quand même vachement plus sympa et vachement plus productif et surtout plus large dans ta palette que d'attendre que des outils le fassent. Après, il est certain que si tu n'as pas de réticence particulière, dans 5 ans, 10 ans, beaucoup d'outils utiliseront toutes ces technos-là pour pouvoir justement l'intégrer au quotidien. Mais du coup, toi, tu vas perdre peut-être 5 ou 10 ans sur ton sujet et tu n'auras toujours pas la même flexibilité. C'est toujours pareil, tu devras toujours faire par rapport aux outils. Alors que là, tu as la chance d'avoir cette démocratisation qui te donne la main sur une IA générative. À toi, t'en fais ce que tu veux. C'est quand même une grosse chance, une grosse source de pouvoir exhauster, de pouvoir devenir un RH augmenté, comme le disait Jonathan. C'est vraiment une grosse source pour pouvoir le faire, quoi, clairement. Ouais. Cool. Pour faire un peu écho au titre de la table ronde, donc mon boss veut que je fasse de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les deux votre avis par rapport au fait qu'aujourd'hui, donc les managers peuvent mettre un peu la pression sur les services RH pour utiliser l'IA? Et notamment, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que vous êtes ces managers? Moi, de toute façon, leur travail, c'est de le construire, donc c'est leur quotidien. Mais avant, parce que je pense que Jonathan, c'est son travail, donc il répondra mieux que moi sur le sujet. Je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire que si un manager pousse les personnes à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire sans les avoir formés, ce sera problématique. Je te fais un parallèle qui est relativement simple. En plus, on a des gens qui vont parler de marque employeur, ainsi de suite, dans la journée. Il y a beaucoup de managers ou de boss qui vont pousser leurs collaborateurs à aller sur LinkedIn. C'est génial LinkedIn, aller dessus, aller communiquer dessus. Très bien, mais si tu n'en as pas envie, que tu n'es pas formé, qu'est-ce que tu vas aller faire sur le sujet? C'est-à-dire que ça va être contre-productif, ça ne va pas marcher, les gens vont créer du contenu qui va être pourri, ça va être justement ça va être mauvais, ça va desservir en fait ton image, ça va desservir ton management parce qu'ils ne seront pas contents, parce que tu vas les avoir forcés à faire quelque chose, à se mettre en avant, ça n'ira pas. L'IA pour moi c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si tu n'as pas été informé, si tu n'as pas été un petit peu débunké de certains sujets qui te permettent de dire ok, ça ne va pas me remplacer, ça va me servir justement à mieux faire mon job, et si tu n'as pas été formé, derrière ça ne pourra pas marcher. Enfin, Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a deux sujets. Déjà, en tant que manager, moi, ce que j'encourage effectivement mes équipes à être curieux. Ouais. Mais que ce soit l'IA, que ce soit de la veille, que ce soit même à titre perso, effectivement, je pense que la curiosité, c'est un peu la clé. Et je les encourage à l'utiliser pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà leur enlever cette barrière de « c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA ».
Parce que pour moi, on peut gagner énormément de temps et dans le métier RH, il y a beaucoup de tâches qui sont chiantes, enfin qui sont chronophages et qui sont rébarbatives. On parle beaucoup de l'expérience candidat, on parle de l'expérience client, mais il y a l'expérience aussi RH recruteur ou l'expérience employée. Et dans ton métier, tu dois avoir, on va dire, des facilités, des choses agréables à faire. Et quand l'IA peut enlever ces tâches rébarbatives, bah ouais, carrément, fonce. Enfin, moi, c'est un peu l'idée que j'en ai. Et donc, effectivement, je les encourage à l'utiliser, mais je leur montre aussi certains use cases pour pouvoir l'utiliser. On le fait ensemble. Et moi, je leur dis quand je propose quelque chose, bah tiens, celui-là, je l'ai fait avec ChatGPT, je l'ai fait avec Copilot, je l'ai fait avec tel outil IA, parce que ça permet de l'entendre un petit peu partout et d'en faire quelque chose qui devient un peu une normalité. Ok. Donc oui, je pense. Après, pour répondre à la première partie de ta question, c'est mon boss veut que je fasse de l'IA. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça peut être un peu dangereux. Parce qu'on a vite tendance à faire des raccourcis en se disant, moi j'ai entendu dans certaines boîtes, bon, on n'a plus besoin d'un chargé de com interne, tiens, tu lui mets un prompt dans le chat GPT, il va te sortir une com et puis c'est bon, c'est marre. Attention à ça parce que l'outil sert à aider, mais c'est comme un couteau. Hein. Quand il n'y a pas quelqu'un qui le tient et qui sait s'en servir, bah, ça peut couper et voire ça ne coupe pas du tout des fois. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir toujours ce challenge et ces allers-retours humain-machine. Donc oui, évidemment, dans les entreprises, il va y avoir ce sujet-là, parce que ça fait gagner de l'argent, parce que ça fait gagner du temps, parce que, et puis parfois, il faut le dire, tu as des gens où tu as du mal à travailler avec eux et tu travailles mieux avec l'IA. Donc il y a des choses aussi sur lesquelles il faut prendre des pincettes et faire attention. Mais je rejoins Jonathan, on va dire, tu as des bonnes entreprises et des mauvaises entreprises. Voilà. Tu as celles qui vont bien utiliser l'IA et celles qui vont mal l'utiliser, mais c'est comme pour tout. C'est-à-dire qu'en gros, les mauvais boss qui vont avoir tendance à dire « tiens, j'ai pas besoin de ça parce que justement l'IA va le faire », c'est les mêmes qui te disent « tiens, j'ai pas besoin de charger de com parce qu'un interne va le faire ». Tiens, j'ai pas besoin de recruteur parce que justement un stagiaire va le faire. Tiens, tu vois, c'est toutes ces personnes-là en fait qui ne prennent pas la dimension du sujet, c'est-à-dire qu'ils se disent je vais utiliser un outil pour remplacer. D'accord. En plus, en France, on ne sait pas bien le faire. C'est-à-dire qu'au UK ou aux États-Unis, ils savent le faire. C'est-à-dire qu'ils le font vraiment décemment. Ils vont utiliser l'outil pour remplacer parce que c'est leur méthodologie, mais ils vont avoir auparavant inscrit un cadre qui va faire que l'IA va remplacer en tant que tel. C'est pas la bonne chose, pour moi c'est pas la direction à prendre, mais eux savent le faire. Chez nous, c'est remplacé pour des gains d'argent en fait qui sont mal maîtrisés parce qu'on n'a pas pris de la hauteur sur le sujet. Donc justement, ce que disait Jonathan, tu vas prendre un outil que tu vas mal maîtriser, que tu vas utiliser à la place d'une personne, mais en même temps ça va pas faire le job. Ça marche pas, c'est bancal. Et c'est comme pour tout. Donc, je pense qu'un bon chef d'entreprise, en fait, ou un bon manager saura ce qu'il faut mettre quand il faut le mettre et saura l'intégrer à son équipe. Ouais, il y a un truc quand même, excuse-moi, mais il y a un truc qui est hyper important aussi. Je pense que l'IA, elle va venir pousser un peu les gens ou les collaborateurs qui se reposent un peu sur leur laurier et qui ne veulent pas taffer. Non, mais c'est important parce qu'on disait peut être remplacé. Moi, le jour, je regardais un article, je dévie un tout petit peu, mais des serveurs remplacés par de l'IA parce qu'il y a une caisse automatique qui parle et tout ça. Si le serveur il est souriant, il est agréable, il a toute sa place. S'il ne l'est pas, le robot peut très bien le faire. Donc je pense que c'est important aussi de se dire que l'IA va nous permettre de nous challenger et de devenir plus performant, plus investi, plus engagé. Parce que sinon, à un moment, on va être remplacé, mais ce sera notre faute en fait. Ouais, complètement. Est-ce que ça ne va pas permettre aussi quelque part, tu vois, c'est une question, c'est intéressant son point de vue, parce que du coup, potentiellement, j'avais jamais pensé à ça, mais ça va peut-être permettre aussi aux gens de remettre réellement le sens au cœur de leur métier. Ouais. C'est-à-dire de se dire, finalement, si je viens le faire, c'est parce que j'ai une vraie plus-value sur ce métier, c'est parce que j'ai une vraie appétence, parce que j'ai vraiment quelque chose à apporter, parce que j'aime ce job-là, parce que si je viens sans l'aimer, au final, les tâches, on va dire classiques, rébarbatives, l'IA peut le faire. C'est assez intéressant comme perspective, tu vois. C'est assez intéressant de se dire qu'in fine, peut-être que l'IA va pousser les gens à aller vers des métiers qui ont du sens. Ce serait à creuser, mais je pense que l'idée est plutôt, philosophiquement, ça peut être ça. Ouais. On a un nouveau thème, carrément. Ouais. On va changer le reste de la conversation. Plus que de remettre l'humain au centre, ça remet du sens, ça permet d'exhauster le sens au sein des métiers. Vous avez tous les deux dit là dans vos réponses qu'en gros ce qui est important quand même c'est que le manager il doit former ses équipes et les aider,
Et typiquement, par exemple, de manière très concrète, opérationnelle, tu fais quoi avec tes équipes pour les former sur l'IA? Alors, déjà, je pense que ce qui est important quand on forme quelqu'un, c'est d'expérimenter. Moi, je ne suis pas très théorique, hein, je ne suis pas hyper bon sur la théorie. Donc, du coup, je vais partir de cas très pratiques. Mais par exemple, on va faire des séances de travail où il va y avoir, tiens, on doit refondre une annonce. Bon, ok, on doit refondre une annonce. Et on va essayer d'écrire des prompts pour dire en gros, tiens, propose-moi une annonce qui correspond à tel poste, voilà les éléments que j'ai besoin, quelle est ma culture, après quelles sont les différentes thématiques de l'annonce, et on lui dit, voilà, produis ça. Et là, à ce moment-là, on va avoir un résultat, et donc là, c'est déjà une petite appropriation. Après, il y a d'autres sujets, c'est de la veille. C'est-à-dire que moi, je vais pousser beaucoup d'articles, de contenus, de vidéos, des choses comme ça, où je dis, tiens, regarde ça, ça peut être intéressant, va creuser, tiens, viens, on creuse ensemble sur ces sujets-là. Et je pense que c'est un peu de la formation. Après, aujourd'hui, je pense que personne peut se targuer de savoir former sur l'IA. Pourquoi ? Déjà, moi, j'ai commencé, par exemple, je donne un exemple, mais avec DALL-E ou les générateurs d'images. J'ai commencé il y a 2 ans. C'était des consoles type exécutif dans Windows. Il fallait l'entrée des lignes de commande un peu et ça sortait une image au bout de 6 heures. Enfin, des trucs et c'était complexe. Tout ce que j'ai appris il y a 2 ans, ça ne sert plus du tout aujourd'hui. Donc en fait, c'est très difficile d'être à jour et de se former et d'être expert sur le sujet. Après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est déjà, moi je reviendrai sur une chose, c'est avant de former, il faut informer. Tu vois, c'est comme pour tout. Il faut leur expliquer ce qu'est l'IA, il faut leur expliquer qu'est-ce que ça peut apporter, il faut leur expliquer un peu comment ça fonctionne pour qu'ils comprennent l'envers du décor. C'est toujours difficile de former quelqu'un sur un sujet qu'il connaît peu ou qu'il connaît mal ou sur lequel il va de toute façon se poser des questions par la suite. Après, je suis d'accord avec Jonathan, c'est-à-dire que l'IA évolue très rapidement. On en est déjà à GPT-4o, on est sur Claude 3, on est sur des... tu vois, ça évolue tout le temps. Mais tu peux par contre donner un cadre, mais tu n'enlèveras pas le fait que la meilleure arme, tu vois, de tes recruteurs, la meilleure arme de tes RH, que ce soit pour l'IA ou pour autre chose, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est la curiosité. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables de se dire, ok, je vais m'auto-former de manière régulière, tout le temps aller chercher des nouvelles choses, tout le temps essayer des nouveaux prompts, tout le temps essayer des nouvelles techniques, aller m'informer de ça. Et là, le manager, il a un rôle. C'est-à-dire que là, le manager, en fait, il a le rôle de dire, je vous ai mis un cadre, vous savez comment on utilise généralement la générative, vous connaissez le principe de l'IA, vous savez comment ça fonctionne. Les plus curieux vont pouvoir stimuler l'ensemble, mais moi, mon travail, ça va être aussi de vous apporter régulièrement, continuellement les évolutions qu'il peut y avoir. Ça a du sens. Et s'il n'y a pas ça, de toute façon, tu te fais dépasser encore une fois très rapidement. Donc, Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est autour de la conduite du changement, c'est-à-dire que évidemment, ça s'approprie, ça s'apprivoise, mais c'est comme quand, par exemple, vous allez, je sais pas moi, vous allez déployer Recruity chez, pardon, je me fouettais pas. C'est nos amis. Quand vous allez déployer chez un client, c'est pareil, il y a des gens qui sont amenés là pour faire de la conduite du changement, qui leur montrent des cas d'usage, qui expliquent comment ça se déploie, comment ça se développe. Et c'est petit à petit, c'est de l'acculturation. C'est pas un gros bloc, on arrive et puis boum, ça y est, tu t'en sers. Ouais. C'est du tous les jours. Ok, cool, merci. Je vous propose qu'on passe, pour casser un petit peu le rythme, qu'on passe à une partie un peu plus, on va danser et tout, ouais. Une partie un peu plus interactive. On avait fait intéressante, hein, moi j'ai pas. Non, on avait fait la promesse sur cette table ronde que donc tout le monde pourrait repartir avec des leviers activables et tout ça. Et Jonathan, toi, tu nous dis que tu l'utilises avec tes équipes au quotidien, que tu as pas mal de prompts et tu nous avais proposé de partager des prompts en direct. Du coup, on va les voir passer à l'écran. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, sur tes prompts, voilà.
Ouais, tout à fait. Alors, donc effectivement, il y a ici, par exemple, je pense que c'est sur la formule booléenne, parce que je vois pas. Ouais, c'est ça, ça doit être sur la formule booléenne. Mais en gros, l'idée, c'est simplement de se dire, je cherche un profil particulier et je vais lui demander de me créer finalement une formule booléenne pour aller sourcer tel ou tel profil afin de le trouver. On sait qu'aujourd'hui, le booléen, c'est très compliqué pour les recruteurs. Il faut se former, il y a des bonnes formations pour le faire, mais quand on n'a pas le temps ou quand c'est pas forcément notre appétence, eh ben on peut très bien se servir de l'IT pour le faire. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment de proposer à l'IA de créer cette formule booléenne pour nous et ensuite d'aller la copier-coller dans un job board, dans Google, dans autre chose, pour réussir à trouver des profils intéressants. Ça, c'est une première action qu'on peut faire. La deuxième action, c'est par exemple, j'ai trouvé quelqu'un sur LinkedIn, un profil qui m'intéresse, et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une guerre des talents, on doit les approcher de manière assez personnalisée. Et le prompt qu'on montrait là, c'était simplement comment faire un message d'approche personnalisé pour pouvoir approcher cette candidature. Et donc là, l'intérêt d'utiliser l'IA, c'est que on va pouvoir aller lui dire d'aller scanner le profil LinkedIn de la personne. Et ensuite, une fois qu'on a scanné ce profil LinkedIn, de proposer à travers un certain prompt de rédiger un message d'approche. Et ce message d'approche, on peut ensuite le retravailler pour qu'il soit plus fun, ou alors qu'il soit plus révérencieux, ou alors qu'il soit plus décalé, enfin peu importe. Mais en tout cas, ça va permettre d'avoir quelque chose d'assez personnalisé. Alors, oui, je sais, on va me dire, oui, mais le principe du personnalisé, c'est que ce soit personnalisé. Mais on ne va pas se nier, c'est comme tous ceux qui disent on répond à tous les candidats. Ce n'est pas vrai. Si l'IA peut nous aider à le faire, tant mieux, utilisons-le. Okay. Donc voilà ce qu'on a montré, je pense, ici. L'IA peut le faire mieux que personne. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux donner ta meilleure personnalisation à la personne que tu vas refuser. Est-ce que le RH a le temps de regarder, par exemple, réellement l'ensemble du sujet et d'aller, par exemple, rechercher qu'est-ce qui pourrait exhauster, qu'est-ce qui pourrait améliorer le profil de cette personne pour, justement, répondre correctement la prochaine fois à ce type de poste. Elle n'a pas le temps de faire ça. Elle peut regarder, elle dit « Ok, le profil ne me convient pas pour telle raison, point ». Si jamais tu mets une IA là-dessus, l'IA peut non seulement regarder, mais en plus aller chercher les formations, les tutos, les auto-formations, le e-learning ou quoi que ce soit, qui peuvent permettre à cette personne d'augmenter les compétences manquantes ou les compétences un petit peu plus limites pour pouvoir demain mieux répondre. Donc ça veut dire que l'IA peut te permettre de faire une réponse qui va en plus dire à ton potentiel candidat « Je t'ai refusé pour ça, mais sache que pour pouvoir t'améliorer sur tel point, tu peux faire ça. Et là, tu travailles sur une expérience candidat qui est juste dingue, parce que ça veut dire que tu vas refuser, tu vas expliquer et tu vas proposer. Ouais. Donc, ça veut dire que tu vas vraiment purement accompagner ton candidat vers une relation profonde avec l'entreprise, générée par l'IA, certes, mais que le RH n'aurait jamais le temps de faire. C'est juste impossible. Ouais. Donc là, ça veut dire que tu rajoutes quelque chose. C'est vraiment une vraie plus-value pour les deux parties. Donc il ne faut pas se dire c'est l'IA qui l'a fait. Il faut se dire qu'est-ce que l'IA peut améliorer dans le processus. Ça, en l'occurrence, ça peut le faire. Ouais. Et là, tout à l'heure, on a vu effectivement la formule booléenne là, à la vidéo. Là, on va montrer la vidéo du deuxième sur l'approche LinkedIn. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que, et c'est important de varier les outils. Là, on va voir que dans ChatGPT, je crois que c'est le 3O que j'utilise à ce moment-là, on va avoir une dynamique où on va avoir évidemment de la RGPD. Parce que, évidemment, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est marrant parce que, après, je vais utiliser Copilot pour contourner ça. Parce que, à l'intérieur, dans Microsoft, on peut aller directement consulter des profils LinkedIn. Alors que là, ChatGPT 3O ne peut pas le faire. Et pourtant, c'est le même moteur, hein. Copilot et là, ChatGPT Direct, c'est le même, c'est ChatGPT. Mais on va le voir là, dans la dynamique, on ne va pas pouvoir le faire. Et ensuite, quand on va passer sur Copilot, il va pouvoir aller scanner. Alors pour le coup, en termes d'RGPD, c'est bon parce que c'est mon profil LinkedIn. Je lui ai demandé, à travers mes expériences et en plus, comme plusieurs, enfin voilà, j'ai ce qu'on appelle aujourd'hui un profil entre guillemets atypique, ça va lui permettre de proposer plusieurs messages avec ce que j'ai pu faire, des petites blagues, des jeux de mots sur mes expériences personnelles, qui fait que quand moi je vais recevoir ça dans ma boîte LinkedIn, je vais me dire ah bah tiens, ça a été fouillé quand même.
Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la limite entre c'est fait par l'IA ou c'est fait par l'humain. En fait, peu importe, parce que même si je fais ça, ça veut dire que j'ai quand même pris la peine d'aller essayer de faire quelque chose de personnalisé. Ouais. Et donc je pense que c'est important. D'ailleurs, ce message, je le trouve très drôle. Si je l'avais reçu, j'aurais répondu dessus. Donc si quelqu'un veut te recruter, ils savent quoi faire maintenant. Voilà, exactement. Et, petite question plus par curiosité, mais vous mentionnez ChatGPT, Copilot. Est-ce que une différence entre version gratuite, payante, selon vous? Sur GPT, oui, bien évidemment, parce qu'il y en a une déjà où tu peux augmenter les prompts, mais surtout où tu as accès au web, donc ça change tout. Après, Copilot, moi je l'utilise pas des masses, mais c'est pas vraiment le même produit, donc c'est encore une fois autre chose. C'est plus un récupérateur de texte, ça change, tu vois, ça a plus de données un petit peu globales, ça t'apporte plus de fonctionnalités que GPT. En plus, comme le dit Jonathan, c'est Microsoft, donc forcément ça t'ouvre d'autres ouvertures. Pour commencer, tu peux tout à fait commencer avec le gratuit sans aucun problème. Il y a suffisamment de données à l'intérieur. Maintenant, il est certain que si tu veux faire aujourd'hui quelque chose d'un peu poussé, tu dois y aller. Et sur GPT, on doit être à $20 par mois. Clairement, par rapport au gain de temps, il y a un moment donné, là, si tu commences à regarder à cette dépense-là, c'est qu'il y a un gros problème quand même. Ouais, et puis après, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a aussi Gemini, donc il faut tous un peu les tester pour voir un peu celui qui nous plaît le plus. Mais derrière ça, il y a aussi celui qui va être pris par votre entreprise. Parce que pour le coup, à un moment donné, l'intérêt aussi de l'IA, c'est quand ça va passer dans la sphère pro, où on va pouvoir utiliser les bases de données internes, sécuriser comme ça commence à arriver à le faire. Et souvent, on a beau dire, mais c'est quand même Copilot qui est le plus développé et le plus déployé, parce qu'il va permettre d'aller ici interroger ton intranet, ici ton book, là tes process interne et pouvoir répondre à tes collaborateurs. Donc effectivement, je veux dire, il y en a. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que les autres. L'autre jour, je disais un classement, il disait que Claude. Voilà. Ouais, en termes d'algo, Claude va être au-dessus. Si tu prends les algos purs, Claude va être au-dessus, considéré comme au-dessus. Ensuite, tu as GPT, tu as Copilot qui ira peut-être un peu plus bas, mais c'est ce qu'on disait, tu vois, Copilot, tu as plus d'applicatifs derrière. GPT, aujourd'hui, tu dois brancher des tuyaux de partout, donc tu peux le mettre, mais c'est plus technique. Copilot va être plus simple à déployer. L'algo en tant que tel va être un peu moins performant. Après, tu es sur des niveaux qui sont quand même des niveaux très élevés de performance. Hein, donc, c'est pas encore une fois, pour 99% du job que tu as à leur faire, de la création de scorecard, de la technique de rédaction de contenu, toutes ces choses-là, tu n'auras pas vraiment de différence entre les deux, trois. Tu vois, donc, clairement, il faut aller. Comme un ATS, comme autre chose, il faut aller sur ce que dit Jonathan, celui qui te convient le mieux, celui qui est pris par l'entreprise et celui qui est le plus à ta main, tu vois, qui va être le plus intéressant pour toi. Et puis il y a juste un truc, là on en parle de 3 à 4, mais en fait il y en a 200 je crois. Il y a un site qui s'appelle There is an IA for et on peut avoir justement toutes les IA qui existent pour tout et n'importe quoi. Okay. Et c'est intéressant pour aller voir dans ton frigo ce que tu fais à manger, tu regardes, il y a tellement d'IA sur tout et en fait aujourd'hui tu sors une IA sur tout. Donc, parce qu'ils ont ouvert tous les blocs d'intelligence artificielle pour pouvoir tout construire. Donc aujourd'hui, ça a été ultra démocratisé. Ce que OpenAI a fait il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça a changé la donne, quoi, clairement. Ouais. Le free des télécoms. Ouais, c'est ça. Je vois qu'on a quelques questions qui vont arriver, donc on va les prendre. Et donc, avant qu'on ait les questions qui apparaissent à l'écran, moi j'en avais une parce que je me disais ce ne serait pas une vraie table ronde sur l'IA. Si on... Désolé qu'il n'y a pas de table ronde en fait. Ouais. Ce ne serait pas un vrai canapé fauteuil sur l'IA si on ne rentrait pas dans une petite question de science-fiction un peu quand même. Du coup, est-ce que vous croyez que l'IA peut remplacer les recruteurs ? Alors, c'est toujours pareil, il y a les bons et les mauvais recruteurs. Le mauvais recruteur, oui, potentiellement, je pense, peut être remplacé par l'IA, parce que si tu es un mauvais recruteur, ça veut dire que tu vas faire des choses relativement basiques, relativement, robotiques. Donc oui, effectivement, tu seras remplacé. Je pense que, encore une fois, c'est pas mon métier, je prends la parole, mais après je laisserai à Jonathan parce que c'est plus le sien. Je pense que demain, la vraie profondeur du recruteur, c'est justement de savoir traiter l'humain.
de le comprendre, de comprendre ce qu'il y a derrière, de comprendre l'ADN, de comprendre la culture, de comprendre au-delà des compétences, au-delà des soft skills, au-delà de tout ça, comment il va s'intégrer à l'équipe, faire en sorte justement que ça le fasse bien, comment il va s'intégrer au management, il y a une dimension, comment il va être capable de se projeter à terme dans l'entreprise. Il y a une dimension qui va bien au-delà de ça. Donc pour moi, quelqu'un qui fait vraiment son job de recruteur correctement ne pourra pas être remplacé parce que cette notion-là ne pourra pas venir. Quelqu'un qui le fait de manière basique, comme ça pouvait être fait dans... Pour moi, enfin, voilà, demain, ils ont plus de métier, quoi, c'est sûr. Ok. Moi, je pense pas. Franchement, je suis assez d'accord. Les mauvais peut-être, mais en vrai, le cerveau, il est magique. Enfin, d'abord, on a copié le cerveau pour faire de l'IA, donc quelque part, à un moment, c'est comme le Coca, quoi. Toujours copier, jamais égaler. Mais il y a un truc où je pense que ce qu'on a de différent, c'est que il y a le côté curieux, il y a le côté décalé, penser en dehors des choses. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, je donne un exemple. À force d'aller sourcer de la même façon, et je me contredis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais si on va chercher les mêmes personnes de la même façon, on trouvera tous les mêmes personnes. C'est le fait de le trouver d'une manière un peu décalée qui fait qu'on a une personne qui n'a pas été approchée. Donc de toute façon, si tout le monde se met à faire la même chose, bah, on aura les mêmes résultats. Je vous propose qu'on prenne une question. Il nous reste plus hyper longtemps, donc on va essayer de prendre les questions qui sont venues dans le chat. La première, les candidats changent-ils leur façon de postuler face à l'IA? Alors, les malins, oui, parce qu'ils sauront comment ça peut fonctionner de l'autre côté. Ceux qui savent bien utiliser l'IA, en fait, vont changer leur manière de postuler, le contenu qu'ils vont proposer. Et je trouve ça intéressant, parce que de la même manière que ce que disait tout à l'heure Jonathan sur les réponses à candidature, derrière, tu as aussi ce côté, par exemple, la lettre de motivation. Tu vois, tu as des gens qui sont fans de lettre de motivation, tu en as plein d'autres qui te disent ça sert plus strict, ça sert vraiment plus à rien. Mais pourquoi elle ne sert plus à rien? Elle ne sert plus à rien parce que justement, elle n'est elle-même pas personnalisée. Donc, c'est-à-dire, tu sais sur les 2 premières lignes que tu vas avoir la même chose que les 35 entreprises qui ont été là. Par contre, clairement, si jamais tu reçois une lettre de motivation qui est pimpée, qui est comment dire, qui est mis de trucs, bah ça va t'interpeller, tu vas dire ah ouais c'est plutôt cool. Et ton cerveau va pas forcément se dire c'est l'IA qui l'a fait, sauf si c'est mal fait, mais ton cerveau va pas forcément se dire c'est l'IA qui l'a fait. Donc on va se dire putain c'est cool, le candidat a pris le temps de se mettre dessus, ou même carrément ce que tu disais, a pris le temps de faire un prompt, donc a pris le temps de se prendre la tête à essayer de construire quelque chose. Donc ça sera exhausté, ça sera une candidature exhaustée. Donc ceux qui savent faire, ceux qui ont été curieux sur le sujet, pour moi, postulent différemment et vont avoir un avantage par rapport aux autres, c'est sûr. Ouais, et puis t'as ceux qui vont entre guillemets un peu tricher, comme aujourd'hui c'est possible quoi. Tu mets des mots en blanc dans ton Word et tu le transformes en PDF et après tu sors avec tous les tags que les ATS peuvent repérer. Il y a ceux qui vont savoir faire ça et à un moment en face, les technos vont s'adapter pour essayer aussi d'éliminer ceux qui sont pas malins et qui trichent bêtement. Mais par contre, effectivement, oui, moi je trouve que ça a changé la façon de postuler parce que on a une manière de chercher, en tout cas les jobs, qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on va plus avoir une manière un peu plus personnalisée qui part de soi, plus que qui va partir des annonces qui existent. Voilà comment je suis, qu'est-ce que tu me proposes? D'ailleurs, j'avais testé un prompt comme ça, regarde mon CV et va rechercher toutes les annonces qui peuvent me correspondre. C'est ce qui va tout changer en fait. Le vrai gros problème aujourd'hui du recrutement en tant que tel et du monde de l'emploi, c'est le problème de communication. Les entreprises ne savent pas communiquer en fait avec leurs candidats et les candidats ne savent pas forcément chercher les bonnes entreprises. Tu mets l'IA au milieu, normalement tu es censé créer les meilleurs matchs. Tu vois. Ouais. Donc voilà, tu es censé créer des vraies rencontres entre candidats et entreprises par rapport justement à des appétences, par rapport à un parcours, par rapport à toutes ces choses-là. Toujours pareil, l'humain doit revenir dessus parce que tu ne peux pas juste avoir en fait une intelligence artificielle qui regarde ce qui se passe. Sinon ça ne marchera pas. Mais si jamais tu fais ça déjà dans un premier temps, logiquement, ça te débroussaille un petit peu le chemin, quoi. Ouais. On va prendre une autre question qui est venue dans le chat. Intéressante. Comment évangéliser les recruteurs qui sont réfractaires à l'IA? Tu leur dis que s'ils n'y vont pas, ils vont mourir, ils vont plus avoir de job, comme ça, bon, t'es tranquille. Non, c'est toujours pareil, c'est la même chose, il faut les informer, il faut leur expliquer que justement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'IA est avant toute chose, et on le répète, un outil. Ouais. Et en France, je fais juste la petite digression parce qu'on n'en a pas parlé, mais enfin voilà, c'est important, il y a l'IA Act qui existe, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'IA Act, ça a été lancé en Europe en 2021, ça a été entériné en mars de cette année.
même s'il y a encore du flou, même s'il y a encore des trous à l'intérieur, le principe, c'est de dire que l'IA ne doit pas se substituer à la décision humaine. C'est le principe de base du sujet. C'est-à-dire qu'à la différence de ce qui se passe outre-Manche et outre-Atlantique, l'IA n'a pas le droit de prendre des décisions à la place de l'humain. Donc, c'est-à-dire que l'humain sera toujours là. Il faut vraiment le prendre comme tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un exhausteur. C'est-à-dire que ça permettra à ORH de reprendre toute sa valeur ajoutée, de faire ce qu'il sait faire de mieux ou ce qu'il est censé savoir faire de mieux. Donc là, en l'occurrence, les mauvais, ça peut être compliqué, mais ce qu'ils sont censés savoir faire de mieux, c'est-à-dire gérer l'humain et gérer des notions qui sont plus complexes. Donc l'IA, c'est un formidable outil pour ça. C'est comme si on te disait, voilà, tu as 40 km à faire tous les jours pour aller au boulot en vélo, demain, on te donne une batterie électrique pour la faire. C'est exactement la même chose. Moi, je pense que en fait, un peu, c'est comme avec les enfants. Enfin, moi, les enfants, ça écoute pas, ça imite. Donc en fait, si tu dis à un enfant pas regarder la télé, mais que tu es tout le temps devant la télé, à un moment, il va regarder la télé. Et c'est pareil en fait. Aujourd'hui, quand tu dis fais de l'IA alors que toi t'en fais pas, ça n'a pas de sens. Donc moi, je trouve que proposer des choses un peu comme on a fait aujourd'hui, des choses assez activables et qu'on peut réutiliser. Après, tu testes, t'aimes ou t'aimes pas, tant pis. Mais au moins, logiquement, si tu montes des choses activables, en général, ça passe. C'est une manière d'évangéliser. Là, il faut avoir les bons managers aussi. Oui, les bons recruteurs, les bons managers, ça te fait une bonne entreprise, là, déjà, c'est pas mal. J'ai une petite question, on en avait brièvement parlé en préparant, mais donc nous, chez Talent, j'ai remarqué qu'il y a certains de nos commerciaux qui servent de l'IA d'une façon intéressante. En gros, ils prennent les retranscriptions de leurs appels qu'ils ont eu avec des clients ou autres, et ils demandent ensuite derrière, OK, coach-moi par rapport à notre méthode de vente, sur quelles questions je pourrais poser, etc., ainsi de suite. Est-ce que vous voyez, on peut imaginer que des recruteurs fassent la même chose. J'ai eu un entretien, coach-moi, dis-moi comment j'aurais pu mieux négocier cette partie. Est-ce que vous voyez des risques à utiliser l'IA comme ça ? Ouais, il y a pas mal de risques parce qu'encore une fois, là, tu demandes vraiment à l'IA de se substituer à ton modèle de pensée. Donc moi, je suis moins fan en fait de ce système-là. À partir du moment en fait où tu n'es plus sur des tâches qui sont purement techniques, je suis moins fan parce que ça veut dire que tu ultra biaises l'utilisation de l'IA. Et je pense que ça a ses limites parce qu'il ne faut pas oublier quand même le principe de base qui est que l'IA va s'enrichir de ce que tu vas lui donner et va augmenter tout ce que tu vas lui donner au fil du temps. Donc c'est-à-dire que tu vas intégrer un biais dedans, au bout de la 10e question, en fait, ce biais sera surmultiplié, donc tu risques d'avoir quelque chose qui n'est plus en corrélation avec ce que tu demandais au départ. Potentiellement, ça peut te donner des pistes de réflexion, je suis d'accord, mais demander d'aller plus loin que ça sur des sujets qui sont pas techniques, mais qui portent à réflexion et à suggestion, je suis moins fan. Moi, admin RH, j'en ai plein. Admin RH, attends, mais ça c'est la question. Ouais. Il nous reste 1 minute, du coup, Jonathan, je vais te laisser faire ta liste pour que tout le monde sache la question à laquelle on va répondre, qui vient du chat. Moi, je la trouve cool. Pouvez-vous partager les tâches admin RH qui vont être killées par l'IA ? 1 minute. Qu'il est, franchement, par exemple, calculer des ruptures conventionnelles. Au début, tu mets, 2 semaines, le temps de savoir un petit peu quel montant tu as pour faire une rupture conventionnelle. Et là, pour le coup, avec l'IA, tu arrives à calculer ça hyper rapidement. Parce que tu lui mets les bonnes données et ça te permet de la calculer. Ça ne te donne pas ultra précis au virgule près, mais ça te donne une idée. Écrire des clauses dans les contrats. J'ai dû écrire une clause de contrat l'autre jour hyper complexe avec des bonus de rétention, des paliers de chiffre d'affaires, tout ça. Je l'ai foutu dedans et ça m'a écrit une clause sympa. Bon, je la fais relire forcément par des juristes, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Tu peux avoir aussi toute la logique autour des workflows où quand tu veux créer des workflows, tu les mets dans l'IA et tu te demandes quel workflow il créerait par rapport à ça. Tu en as d'autres, c'est simplement de la relecture de contrat. Tu lui fouilles le contrat dedans et tu me dis, OK, selon la loi, où est-ce que j'ai merdé ? Tu ne parles pas comme ça, mais ouais, effectivement, il te donne des éléments. Il y a calculer des CP, il y a tellement de choses à faire qui sont chiantes au possible à faire en admin, mais il faut tester, c'est curieux, il faut s'amuser avec en fait. Il faut vraiment s'amuser. Tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, tu peux le mettre dedans. À partir du moment où c'est technique, il n'y aura pas de souci. L'IA saura faire parce qu'elle est capable d'avoir une bibliographie tellement énorme que de toute façon, elle saura faire ce type de choses. Tout ce qui porte à suggestion,
Il doit y avoir de l'humain derrière. Il parlait justement des clauses de contrat. Ça peut être intéressant pour rédiger la trame de base, mais elle doit être revue. Ouais. Tu vois, ça, on en a parlé quand tu en parles avec des juristes. Je ne sais pas si vous connaissez Florence, mais Florence qui fait pas mal de trucs sur LinkedIn sur le sujet, elle t'expliquera que l'IA peut être hyper intéressante de base, mais il faut toujours revenir dessus. Donc tout ce qui peut porter à suggestion, de toute façon, tu vas relire, mais ça te fait gagner un temps de dingue. Ça, c'est une évidence. Les press PowerPoint aussi. Ça fait les press PowerPoint. Ok, ouais, c'est vrai. Dernière question qui peut se répondre par oui ou non. Pourras-tu partager ces prompts, Jonathan? Est-ce que tu es OK de les partager ensuite qu'on les partage Ça va pas, moi je garde tout pour moi. Okay. Bien sûr qu'on va les partager, évidemment. Non, cool, super. Merci encore à tous les deux. Merci à tout le monde qui nous a suivis. J'espère que vous avez pu retirer des éléments concrets, que vous avez appris des choses et que vous pourrez activer certaines des recommandations au quotidien. Pour la suite, on va faire une petite pause d'environ une quinzaine de minutes afin que tout le monde check ses mails, prenne un café, tout ça. Et on va revenir avec un autre invité de gala d'Orient liégeois pour un atelier sur les RecOps. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci à tous.